L'infirmière Sophia s'adossa contre le mur froid du couloir, son regard perdu dans le vide, et laissa échapper un long soupir chargé d'impuissance. Encore une réunion médicale qui s'achevait dans la même résignation. Le docteur Edouard, en secouant lentement la tête, avait une fois de plus confirmé que l'état de la petite patiente de la chambre 307 restait inchangé. 4 semaines sans la moindre amélioration. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner dans son service, son attention fut captée par une silhouette discrète qui se glissait furtivement dans le couloir. C'était un garçon d'environ 12 ans, maigre, vêtu d'un sweat brun trop grand pour lui. Il avançait avec prudence, longeant les murs comme une ombre, espérant ne pas être vu. Ses cheveux châtains en bataille trahissaient des jours sans soin, sans foyer. « Et, toi » lança Sophia à voix basse. Mais à peine eut-elle parlé que le garçon tourna les talons et s'enfuit en courant vers les escaliers de secours, disparaissant sans un bruit. Dans la chambre 307, Claire restait immobile, allongée sur son lit, les yeux fixés au plafond comme si elle y cherchait un sens ou un souvenir. La sonde nasale qui l'aidait à respirer émettait un souffle régulier, presque mécanique, seul son audible dans la pièce. Sa mère, Suzanne, assise à son chevet, lui tenait la main avec une tendresse désespérée, murmurant des mots doux que sa fille ne semblait plus entendre. « Ma chérie, s'il te plaît, juste une bouchée, n'importe quoi. » implora Suzanne, la voix tremblante, noyée dans les larmes. Claire n'avait que 10 ans, mais son regard portait le poids d'un chagrin bien trop lourd pour son jeune âge. Depuis l'accident qui avait coûté la vie à son père, Alejandro, elle s'était refermée sur elle-même comme une fleur qu'on prive de soleil. Elle ne parlait plus, ne bougeait presque pas, et refusait catégoriquement de s'alimenter. Dehors, dans la cour de l'hôpital, dissimulée derrière un vieux chêne, Matty observait la fenêtre de la chambre 307. Le regard vide de la fillette, il le connaissait. Il l'avait vu sur le visage de sa petite sœur Camilla, juste avant que le silence et la tristesse ne l'engloutissent pour toujours. Cela faisait 3 ans que Matty errait dans les rues de Monterrey. Orphelin très jeune, il avait tenté de s'occuper de Camilla, de la distraire, de l'aimer assez fort pour la retenir dans la vie. Mais rien n'y avait fait. Elle s'était éteinte doucement, de l'intérieur. Depuis, il survivait comme il pouvait, dormant sous des auvents, mendiant un peu de nourriture ici et là. Mais ce jour-là, en croisant le regard éteint de Claire à travers la vitre, quelque chose s'était ravivé en lui. Une lueur, un espoir infime. Peut-être avait-il encore une chance de sauver une âme, comme il n'avait pas su le faire pour Camilla. Matty, appela une voix douce derrière lui. Il sursauta légèrement. C'était Madame Clairette, la femme de ménage de l'hôpital. Elle lui offrait parfois une assiette ou un reste de soupe quand elle le croisait à l'arrière de la cantine. Une dame d'une 60aine d'années, les cheveux gris attachés en un chignon simple, et un cœur immense, plus grand que celui de n'importe qui. « Que fais-tu ici, mon petit » demanda-t-elle en s'approchant avec son chariot de nettoyage. « Il y a une petite là-haut, dans cette chambre ?» Elle a le même regard que Camilla. Murmura-t-il sans la regarder. Clairette s'arrêta. Elle connaissait son histoire. Et elle savait de qui il parlait. Oh, mon fils, c'est une situation très douloureuse. Sa maman ne dort plus, ne vit plus. La petite a cessé de parler depuis la mort de son papa. Elle ne veut plus rien entendre, ni manger, ni sourire. Elle aimait quelque chose, avant, demanda Matty d'une voix timide. Clairette réfléchit un instant. Sa mère disait qu'elle adorait les oiseaux. Sa chambre en était remplie, des dessins de rossignols, de colibris, de merles, partout. Elle connaissait même leurs noms. Matty ne répondit pas tout de suite, mais ses yeux s'illuminèrent. Une idée venait de germer. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Sous l'auvent de la boulangerie, recroquevillé contre un mur, il se remémora l'un des rares souvenirs heureux de son enfance, son grand-père lui apprenant à imiter le chant des oiseaux. Un talent simple, mais précieux. Le lendemain matin, dès les premières lueurs de l'aube, il se posta sous la fenêtre de la chambre 307. Inspirant profondément, il lança un sifflement mélodieux, une imitation quasi parfaite du chant du Sansonnet. Une note claire, vive, qui fusa dans l'air encore frais du matin. Là-haut, derrière la vitre, Claire tourna lentement la tête. Un mouvement infime, mais réel. Suzanne, à moitié endormie sur sa chaise, se redressa aussitôt. Claire, souffla-t-elle, le cœur battant. Sa fille restait silencieuse, mais ses yeux fixaient la fenêtre, captivés. Matty continua, modulant les notes, les liant en une douce mélodie. Mais un garde s'approcha rapidement. « Et, toi »
Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Mati s'enfuit à toutes jambes. Mais il savait qu'il avait réussi quelque chose. Il avait vu le rideau bouger. Il avait éveillé une attention. Dans les étages, Gabriela, l'infirmière en chef, apprit l'incident et entra dans une colère noire. Fermez ces rideaux immédiatement, ordonna-t-elle. Gabriela, femme rigide et autoritaire, ne jurait que par les protocoles. Aucune place pour les initiatives. Mais, chef. Osa Sophia, la fillette a réagi. Pour la première fois. Rideau fermé. Un point, c'est tout. Suzanne, assise, avait entendu la scène, mais ne trouva pas la force de protester. Trop fatigué. Trop brisé. Mais Mati, lui, n'abandonna pas. Quand la nuit tomba, il revint, armé de papiers trouvés dans les poubelles. Il plia, froissa, répliqua. Des oiseaux. Des origamis maladroits, mais pleins de cœur. Il grimpa silencieusement et les déposa un à un sur le rebord de la fenêtre. Au matin, Daniela, l'aide-soignante, les découvrit en arrivant. Oh mon Dieu, quelle délicatesse! Claire, en voyant l'origami dans la main de l'aide-soignante, tourna les yeux. Un regard. Un vrai. Elle veut voir, souffla Suzanne. La chef ne veut pas. Murmura Daniela, hésitante. Je vous en supplie. Daniela céda. Elle entr'ouvrit le rideau. Claire vit alors les oiseaux en papier posés là. Ses yeux s'humidifièrent. Un frisson d'émotion parcourut la pièce. Mais Gabriela, mise au courant, entra en furie dans le bureau de la sécurité. Je veux ce garçon arrêté. Il viole la sécurité de l'hôpital. Le même après-midi, Mati fut pris alors qu'il déposait d'autres oiseaux. Écoute-moi bien, gamin. Tu n'as rien à faire ici. Si je te revois, je préviens les services sociaux. Je voulais juste l'aider. Dit Mati, les yeux pleins de larmes. T'aider? T'es un gamin des rues. Dégage. Ce fut à ce moment que Suzanne, revenant de chez elle, vit la scène. Elle vit ce garçon qu'on bousculait, cet enfant fragile, et quelque chose se brisa en elle. Attendez, cria-t-elle en courant. Henri, le garde, s'arrêta. Ce garçon, c'est lui qui faisait les oiseaux en papier. Mati, surpris, la regarda. C'était la première fois qu'il voyait la mère de la petite. Oui, madame. Je voulais juste qu'elle aille un peu mieux. Suzanne sentit un nœud se former dans sa gorge. Il y avait dans la voix de cet enfant une sincérité bouleversante. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler, juste une minute. Henri hésita, puis acquiesça. Comment savais-tu pour ma fille? Je l'ai vue à travers la vitre. Elle a le même regard que ma sœur Camilla. Le même, avant qu'elle ne parte. Il baissa les yeux. Elle aussi, elle a arrêté de manger. Elle a cessé de parler. Puis, un matin, elle ne s'est pas réveillée. Suzanne sentit ses jambes faiblir. La douleur de ce garçon était une résonance de la sienne. Et tu crois que tu peux aider Claire? Je crois que parfois, il suffit d'une personne qui comprend. Ma sœur aimait les oiseaux. Quand elle chantait comme eux, elle souriait un peu. Suzanne regarda cet enfant meurtri mais lumineux, un garçon qui, malgré tout, avait choisi d'aimer encore. Elle se tourna vers Henri, les yeux remplis d'une nouvelle détermination. Henri, accompagne-nous dans la chambre, je t'en prie. Ce garçon, il pourrait bien être la seule lumière que ma fille ait vue depuis des semaines. Juste quelques minutes, supplia Suzanne d'une voix tremblante, les mains jointes devant elle comme pour implorer le ciel. Madame, c'est contre le règlement. Répondit Henri, visiblement mal à l'aise. Je suis désolé. S'il vous plaît. Reprit-elle, les yeux rougis. Ma fille ne réagit plus à rien depuis un mois. S'il y a une chance, même infime. Henri détourna les yeux, soupira. Il était père lui aussi. Et dans les yeux de cette femme, il reconnaissait la détresse que seul un parent peut ressentir. Ce regard-là, ça ne trompe pas. 5 minutes, céda-t-il à contre-cœur. Mais si la chef Gabriela nous surprend, je ne pourrai rien faire. Quand Mathis pénétra dans la chambre 307, il fut frappé par les dizaines de petits oiseaux de papier accrochés au mur. De toutes les couleurs, certaines ailes froissées, d'autres impeccablement pliées. Un univers fragile,
suspendu au silence. Claire était là, allongée, le visage pâle, les paupières closes. Pourtant, quelque chose dans son expression semblait moins douloureux que ce qu'il avait imaginé. Comme une paix suspendue, timide. « Claire » murmura Suzanne en s'approchant. « J'ai amené quelqu'un qui veut te voir. » Les paupières de la fillette frémirent, puis s'ouvrirent lentement. Ses yeux, gris perle, se posèrent sur le garçon en t-shirt brun, debout près du lit. « Bonjour. » dit Mathis à voix basse, maladroit mais sincère. « Je m'appelle Mathis. C'est moi qui ai fait les petits oiseaux en papier. » Claire le fixa, muette. « Tu aimes les rossignols » continua-t-il. « Moi aussi. Ce sont mes préférés. Tu veux que je chante comme eux ?» Sans attendre, il se lança dans une imitation douce et mélodieuse, comme il le faisait dans les rues quand il voulait calmer les bébés qui pleuraient ou faire sourire une vieille dame. Claire remua imperceptiblement les lèvres. Suzanne le vit. Elle n'osa y croire d'abord, puis sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle sourit. Murmura-t-elle, la voix brisée. Mathis s'approcha doucement du lit, tendant la main sans la toucher. Tu sais, les rossignols chantent même sous la pluie. Mon grand-père disait que c'est parce qu'ils savent qu'après la pluie, le soleil revient toujours. Claire inclina légèrement la tête, comme si elle approuvait. Une voix sèche surgit dans le couloir. Que se passe-t-il ici? C'était Gabriella, inflexible dans sa blouse blanche, les bras croisés et les sourcils froncés. Comment ce garçon est-il entré ici? Suzanne tenta d'expliquer, confuse. Il aidait, c'est un enfant des Rumets. C'est anti-hygiénique. Inacceptable. Henri, faites-le sortir immédiatement. Non. Ce fut un souffle. Mais tous se tournèrent, sidérés. Claire venait de parler. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis des semaines. Il reste, répéta-t-elle, plus fort. Suzanne se couvrit la bouche pour étouffer un sanglot de soulagement. Mathis s'approcha encore un peu, serra la main de Claire. T'inquiète pas. Je reviendrai. Je te le promets. Gabriella restait de marbre. Henri. Faites-le sortir. Et vous, madame, sachez qu'il y a des protocoles pour protéger tous les patients. Lorsque Mathis fut emmené, Claire referma doucement les yeux, mais elle gardait dans sa main l'un des origamis, serré si fort que ses doigts en tremblaient. Ce soir-là, madame Clairette retrouva Mathis sous la marquise, là où il dormait. Petit, dit-elle en s'asseyant près de lui sur le sol froid. J'ai appris ce qui s'est passé. Elle a parlé, grâce à toi. Je sais. Répondit Mathis. Et je sais aussi que je ne peux pas abandonner. Écoute-moi, dit-elle en posant une main sur son épaule. Je travaille dans cet hôpital depuis 15 ans. Je connais les règles, les couloirs, les gens. Gabriella, elle n'est pas méchante. Juste, terrifiée. Terrifiée de quoi? De s'attacher. Et de perdre. Elle a vu trop de patients partir. Alors elle s'est endurcie dehors, pour ne pas se briser dedans. Mathis baissa les yeux. Il comprenait. Et pourtant. Comment je peux aider si je ne peux même pas l'approcher? Laisse-moi y réfléchir. Mais promets-moi une chose. Laquelle? Rien de dangereux. Pas d'intrusion. Pas de folie. Mathis acquiesça. Mais ses yeux brillaient déjà d'une idée. Le lendemain matin, Claire ouvrit les yeux et chercha l'origami du regard. Il avait disparu. Où est le petit oiseau? Demanda-t-elle d'une voix faible. Suzanne fouilla la chambre en panique. Une femme de ménage, sans le savoir, l'avait jeté. Ma chérie, je peux t'en dessiner un autre? Je veux celui du garçon. C'était la phrase la plus longue qu'elle ait dite depuis l'accident. Suzanne courut chercher le docteur Édouard. Docteur, il faut qu'on parle. Édouard, pédiatre sérieux, toujours très rationnel, suivait Claire depuis le début. Madame Suzanne? Je vous écoute. Claire a parlé hier. Elle a souri. À cause d'un enfant qui lui a rendu visite. Oui, on m'a rapporté cet incident. Mais les visites non autorisées. C'est la première fois qu'elle réagit depuis un mois. Il soupira longuement. Je comprends votre douleur. Mais il faut suivre les protocoles médicaux. Ce dont votre fille a besoin, c'est d'un suivi psychiatrique, d'un traitement médicamenteux progressif.
Et si ça ne marche pas? Vous allez ajuster les doses? Encore? Suzanne sortit du bureau, écœurée. Elle avait l'impression que sa fille était un dossier, pas un cœur brisé. Pendant ce temps, Mathis observait les oiseaux de la place centrale. Il écoutait leurs chants. Il les reconnaissait. Et une idée lui vint. Au crépuscule, il retrouva Madame Clairette à la sortie de l'hôpital. « Vous pouvez m'apprendre à faire des oiseaux en papier. Et, vous croyez que vous pourriez me trouver un petit carnet? Pourquoi? Je vais écrire un livre. Sur les oiseaux que Claire aime. Avec des dessins et des histoires. Et comment comptes-tu lui donner? Je ne sais pas encore. Mais je trouverai. » Ce soir-là, Clairette le ramena chez elle. Un petit appartement modeste, mais propre, dans le quartier de la Condesa. Pour la première fois depuis des années, Mathis dormit dans un vrai lit. « Demain, tu commences ton livre, » dit-elle en lui tendant du papier, des crayons, et un carnet. Pendant 3 jours, il ne s'arrêta pas. Il dessina rossignol, canari, loriot. Il inventa des histoires, se souvenant de ce que son grand-père lui racontait avant de disparaître. Il écrivait avec maladresse, mais avec le cœur. À l'hôpital, Claire recommençait à décliner. Elle ne voulait plus manger. « S'il te plaît, juste une cuillère, » suppliait Suzanne. « Je veux voir le garçon, » répondit la fillette. « Il ne peut pas venir ici, ma chérie. »« Alors je ne mangerai pas. » Cette phrase glaça Suzanne. C'était une déclaration de guerre douce mais implacable. Sa fille avait trouvé une raison de vivre. Et on la lui refusait. Le docteur Édouard fut appelé d'urgence. Son état s'aggrave. Si elle ne remange pas, on devra passer à une alimentation par sonde. Non, s'écria Suzanne. Elle allait mieux, elle a souri, elle a parlé. Une réaction isolée ne suffit pas. Les protocoles sont stricts. Et si on laissait le garçon revenir? Hors de question. Suzanne sortit du bureau, résolue. Elle alla voir Henri. J'ai besoin de vous. Si c'est pour le garçon. Ma fille va de plus en plus mal. Elle refuse de manger. Henri hésita. Je pourrais perdre mon travail. Et si je prenais l'entière responsabilité? Juste quelques minutes. Quand la chef n'est pas là. Henri baissa les yeux. Il pensait à sa propre fille. Du même âge que Claire. Où puis-je trouver ce garçon? Suzanne ne savait pas. Mais un nom lui revint à l'esprit, Madame Clairette. Quand Clairette apprit que Suzanne cherchait Mathis, une émotion profonde traversa son regard. Elle posa sa main sur l'épaule du garçon. La maman de Claire souhaite vraiment que tu lui rendes visite. C'est vrai, Madame Clairette, demanda-t-il, les yeux brillants d'espoir. Oui, mon fils. Mais tu devras le faire discrètement. Tu acceptes? Mathis sortit alors un petit carnet qu'il avait soigneusement préparé durant les derniers jours. Il le tenait contre lui comme un secret précieux. J'accepte. Et j'ai quelque chose à lui donner. Le lendemain, profitant de la pause déjeuner et de l'absence de la chef Gabriella à l'étage, Henri guida silencieusement Mathis jusqu'à la chambre 307. 10 minutes, lui chuchota-t-il. Pas une de plus. Mathis pénétra dans la pièce. Claire lui tournait le dos, regardant fixement le mur blanc. « Salut Claire, c'est moi, » dit-il doucement. Elle se retourna d'un coup, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Mathis vit sur son visage un sourire sincère, lumineux, presque irréel. « Tu es revenu. J'avais promis que je reviendrais, non ?» Il s'approcha du lit et lui tendit le carnet. « J'ai fait un livre sur les oiseaux. Il y a des dessins, des histoires, tout ce dont je me souvenais. » Claire prit l'objet avec des gestes délicats, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. « Tu l'as fait pour moi? » « Oui. »« Et regarde ça, » dit-il en ouvrant une page. « Voici un rossignol. Ils sont spéciaux, parce qu'ils chantent même quand ils sont seuls. » Claire feuilleta les pages, découvrant chaque dessin, chaque mot griffonné dans une écriture hésitante mais pleine d'intention. « Merci, » murmura-t-elle. Et, pour la première fois depuis des semaines, une étincelle de vie brilla dans ses yeux. « Claire, » dit doucement Suzanne en s'approchant. « Tu as faim? » La fillette leva la tête et répondit d'une voix taquine. « Je veux manger la même chose que Mathis. »« Je mange ce qu'on me donne, » répondit Mathis en riant.
Aujourd'hui, Madame Clairette m'a offert du pain à la banane. Alors je veux du pain à la banane. Suzanne s'éclipsa en courant pour aller chercher la collation. Pendant ce temps, Mathis continuait de montrer son carnet. Voici un oiseau que j'ai appelé Louis. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que son chant ressemble au mot Louis. Tu veux entendre? Mathis imita le chant avec une justesse amusante, et Claire éclata de rire. C'était un rire vrai, cristallin, le premier depuis l'accident. Cher auditeur, si cette histoire te touche, pense à cliquer sur j'aime et à t'abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, surtout en ses débuts. Reprenons. Lorsque Suzanne revint avec la collation, Claire mangea avec appétit, discutant avec Mathis de chaque oiseau comme s'ils étaient vivants. Le temps est écoulé, annonça Henri avec nervosité. Mathis, dit Claire en prenant sa main. Tu peux revenir demain? Je vais essayer. Tu le promets? Je le promets. Quand Mathis sortit de la pièce, Claire continua de feuilleter le carnet, tout en terminant son pain à la banane. Suzanne, les yeux embués, observait sa fille redevenir une enfant pleine de vie. Mais cette amélioration soudaine n'échappa pas à l'œil vigilant de Gabriella. Comment a-t-elle mangé aujourd'hui? Demanda-t-elle à l'aide-soignante. Elle a tout mangé, chef. Elle a même demandé du pain à la banane. Du pain à la banane? Étrange. Gabriella fronça les sourcils, méfiante. Lors de la ronde de l'après-midi, elle trouva Claire éveillée, les yeux vifs, un carnet entre les mains. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en tentant de le prendre. C'est à moi, répliqua Claire en le serrant contre elle. Chérie, j'ai besoin de voir ce que tu lis. Suzanne intervint aussitôt. C'est un livre sur les oiseaux. Elle recommence à s'intéresser à la lecture. Gabriella feuilleta rapidement les pages, remarquant les dessins d'enfants, les feuilles cousues à la main. Où l'as-tu eu? Claire garda le silence, collant le carnet contre son cœur. Madame Suzanne, je dois vous parler immédiatement. Dehors, dans le couloir, Gabriella prit un ton sévère. Ce garçon est encore venu, n'est-ce pas? Suzanne hésita, puis opta pour la vérité. Oui. Et pour la première fois depuis des semaines, ma fille a mangé, et sourit. C'est inacceptable. Je vais devoir prendre des mesures. Quel genre de mesures? Transfert de Claire dans une chambre à accès restreint. Et renforcement de la sécurité à cet étage. Vous ne pouvez pas faire ça, s'exclama Suzanne. Elle s'améliore. Elle a besoin de traitement médical, pas de distraction de rue. Distraction de rue? Ce garçon a fait en 10 minutes ce que vous n'avez pas réussi en un mois. Madame, calmez-vous. Je ne me calmerai pas. Vous voyez en ma fille un simple cas médical, mais c'est une enfant qui souffre. La dispute attira d'autres membres du personnel, dont le docteur Édouard. Que se passe-t-il ici? Gabriella raconta sa version, omettant volontairement les progrès de Claire. Docteur, dit Suzanne, ma fille mange, parle, sourit. Tout cela après la visite de ce garçon. Ce pourrait être une coïncidence, répondit Édouard. Le plus important est de maintenir la stabilité du traitement. Quelle stabilité? Elle se laissait mourir. Le docteur soupira longuement. Je réévaluerai son cas demain. En attendant, nous suivons le protocole. Ce soir-là, Claire refusa de se séparer du carnet, même pour dormir. Maman, dit-elle d'une voix douce. Pourquoi il ne laisse pas Mathis me voir? Parce qu'il pense savoir ce qui est mieux pour toi. Mais je me sens mieux quand il est là. Je sais, ma chérie. Je sais. Claire ouvrit le carnet à une page précise. Regarde cette histoire. C'est celle de Lumière, l'oiseau qui, selon la légende, chante même dans l'obscurité. Elle est magnifique, dit Suzanne. Mathis est comme un oiseau lumière. Il guérit la tristesse. Ces mots transpercèrent le cœur de Suzanne. Cette petite fille venait de dire ce que tant d'adultes étaient incapables de comprendre. Pendant ce temps, Mathis s'inquiétait auprès de Clairette. L'infirmière-chef va faire tout ce qu'elle peut pour m'éloigner de Claire? Je sais, mon fils. Mais ne perds pas espoir. Parfois, il faut simplement que les gens voient les choses autrement. Comment ça? Il y a une psychologue à l'hôpital, la docteure Mariana. Elle est différente. Elle écoute. Je peux lui parler,
lui expliquer. Tu ferais ça? Bien sûr. Mais promets-moi de ne plus entrer en cachette. Mathis accepta, même si cela lui déchirait le cœur de rester loin. Le lendemain, Clairette alla trouver la docteure Mariana Santos pendant sa pause. Psychologue spécialisée en traumatismes infantiles, Mariana avait été chargée d'évaluer Claire, sans parvenir à établir de lien. Clairette? Que puis-je faire pour vous? Il s'agit de la fillette de la chambre 307. Claire? Oui, je tente d'établir le contact, mais elle reste très fermée. C'est justement cela. Il y a un garçon? Clairette raconta tout, l'intérêt de Mathis, le carnet, les visites secrètes, les progrès spectaculaires. Attendez. Ce garçon l'a fait manger et parler? Oui. Mais la chef infirmière l'interdit désormais. Où puis-je le trouver? Demanda Mariana. Vous voulez l'aider? Je veux comprendre. Certaines connexions, même inattendues, peuvent être profondément thérapeutiques. Cet après-midi-là, Mariana se rendit sur la petite place où, d'après Clairette, Mathis traînait souvent. C'est toi, Mathis? Le garçon la fixa avec méfiance. Qui le demande? Je suis la docteure Mariana. Psychologue à l'hôpital. On va m'arrêter? Non, Mathis. Au contraire. Je veux comprendre comment tu as réussi à aider Claire. Le garçon se détendit, et ses yeux s'embuèrent légèrement. Je connaissais cette tristesse. Ma sœur l'avait aussi. Tu veux me parler d'elle? Demanda doucement Mariana. Mathis hésita. Un silence fragile se posa entre eux, mais quelque chose dans la voix douce de Mariana l'apaisa, comme un vent tiède en plein hiver. Camilla avait 2 ans de plus que moi. Quand nos parents sont partis, quand on s'est retrouvés seuls, j'ai essayé de m'occuper d'elle, continua-t-il, les yeux plongés dans un passé douloureux. Mais elle devenait de plus en plus triste, comme si quelque chose s'éteignait doucement en elle, jour après jour. Et toi, qu'est-ce que tu faisais pour l'aider? Demanda doucement Mariana. Je lui chantais des chansons. J'imitais les oiseaux qu'on voyait sur la place. Parfois elle souriait. Juste un peu. Mais ce n'était jamais assez. La voix de Mathis se brisa. Il baissa les yeux, les poings serrés. Un jour, elle était si faible qu'elle ne pouvait même plus se lever. J'ai crié, j'ai couru chercher de l'aide. Mais quand ils sont arrivés, il était trop tard. Un silence lourd s'installa. Mariana sentit une douleur lui traverser la poitrine. Tout s'éclairait. Ce garçon portait un deuil bien trop lourd pour ses épaules d'enfant. Un amour fraternel devenu un fardeau silencieux. Mathis, ce n'est pas ta faute, ce qui est arrivé à ta sœur, dit-elle avec une tendresse infinie. Tout le monde me le dit, mais, si j'avais été meilleur. Tu étais un enfant, murmura-t-elle. Un enfant essayant de sauver un autre enfant. Ce n'aurait jamais dû être ta responsabilité. Mathis leva les yeux, surpris. C'était la première fois que quelqu'un parlait de Camilla avec autant de justesse, de compréhension. Pas comme une statistique, pas comme un événement malheureux, mais comme une douleur réelle, une vie qui comptait. Claire me rappelle Camilla, avoua-t-il. Mais elle a encore sa maman. Elle a encore du temps. Et tu crois pouvoir l'aider? Je sais que je peux, affirma-t-il. Elle a souri quand j'étais là. Elle a mangé. Elle a parlé. Mariana fut bouleversée par la force tranquille de cet enfant. Son regard ne trichait pas. Il portait l'espoir, celui qui naît de la perte mais refuse d'abandonner. Mathis, et si je trouvais un moyen pour que tu puisses voir Claire officiellement? Comme volontaire? Vraiment? C'est possible? Ce sera difficile. Mais je vais essayer. Il faudra convaincre les autres. Ce même après-midi, Mariana convoqua une réunion exceptionnelle avec le docteur Édouard et l'infirmière en chef Gabriella. Collègues, dit-elle, je souhaite discuter du cas de Claire. Bien sûr, répondit Édouard. Comment vont les séances? C'est justement là le problème. Elle ne répond pas au traitement classique. Mais, j'ai observé une amélioration réelle et mesurable après une interaction avec un garçon. Il s'appelle Mathis. Le visage de Gabriella se ferma immédiatement. Ce garçon est un problème, docteur. Il entre dans l'hôpital sans autorisation. Il perturbe les procédures. Nos protocoles existent pour une raison. Mais nos protocoles existent pour aider,
pas empêcher, rétorqua Édouard. S'il y a une méthode qui fonctionne. Je comprends vos inquiétudes, intervint Mariana. Mais nous ne pouvons ignorer les résultats. Claire était apathique, silencieuse, absente, jusqu'à ce qu'elle parle à ce garçon. C'est anti-hygiénique, reprit Gabriella. Cet enfant n'est pas encadré. On ne peut pas risquer la santé des autres. Et si je l'encadrais moi-même ? Proposa Mariana. Cela ferait partie intégrante du suivi psychologique. Une forme d'approche thérapeutique alternative. Ce serait irrégulier, objecta Édouard. Et peut-être mal perçu. Avec tout le respect que je vous dois, poursuivit-elle calmement, ce que nous faisons actuellement ne fonctionne pas non plus. La réunion s'acheva sans conclusion ferme, mais une faille venait de s'ouvrir dans les murs rigides de l'institution. Mariana avait semé une graine. Ce soir-là, Claire regarda sa mère avec gravité. « Maman ? Mathis ne va pas revenir, n'est-ce pas ? » « Je ne sais pas, ma chérie. » Les médecins y réfléchissent encore. Un silence, puis la fillette demanda. « Maman, je peux te poser une question ? » « Bien sûr. » « Quand papa est parti, tu n'as pas voulu aller le chercher ? » Suzanne resta figée. C'était la première fois que Claire parlait d'Alejandro depuis son départ. « Si, ma chérie. J'ai eu très envie. Mais je ne suis pas allée. Parce que tu avais besoin de moi. Et je savais que ton papa n'aurait pas voulu que je vous abandonne aussi. » Claire hocha lentement la tête. « Mathis m'a dit que sa sœur est partie retrouver leurs parents. Mais lui, il est resté. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça ? Je comprends pourquoi il est resté. Quelqu'un doit se souvenir de ceux qui sont partis, et quelqu'un doit s'occuper de ceux qui restent. » Suzanne fut profondément bouleversée par la maturité de sa fille. Une phrase d'adulte dans une bouche d'enfant. « Toi aussi, tu veux rester ? » Oui. Mais c'est difficile, quand je suis seule. Avec Mathis, c'est plus facile. Il me montre que même quand on a mal, les oiseaux continuent de chanter. Le lendemain, Suzanne prit une décision. Elle se rendit directement dans le bureau du directeur de l'hôpital, le docteur François Oliveira. Un homme à l'autorité paisible, au regard franc et à la parole mesurée. « Docteur François, je voudrais vous parler du traitement de ma fille Claire. » « Bien entendu, Madame Fernandez. J'ai lu les comptes rendus du docteur Édouard. Alors vous savez que rien ne marchait. Jusqu'à ce garçon. Mathis. Il a réussi en une seule visite à rallumer une lumière que nous croyions éteinte à jamais. C'est un cas sensible. Il faut considérer. Non, docteur. Ce n'est pas un dossier. C'est une vie. Ma fille. Et je vous le dis avec tout le respect que je vous dois, ce garçon l'aide. Vous parlez de complexité, mais ce que je vois, c'est de la simplicité. Il l'écoute. Il lui parle. Et elle revit. Madame, je suis aussi père. J'ai 2 filles. Alors, si l'une d'elles était dans le lit de Claire, que feriez-vous ? Vous respecteriez les protocoles ou vous saisiriez la main tendue de la vie, même si elle vient d'un enfant sans badge ? Le docteur François resta silencieux. Puis, doucement. Je ferai tout pour la sauver. Alors faites-le pour la mienne. Ce même après-midi, une réunion d'urgence fut convoquée. Étaient présents le docteur Édouard, Gabriella, Mariana et Suzanne. Collègues, dit François, nous devons revoir le cas de Claire Fernandez. Nous avons une patiente en échec thérapeutique total, jusqu'à une intervention non conventionnelle. Mais cette approche va à l'encontre de tout notre système, protesta Gabriella. Gabriella, notre objectif est de guérir. Pas de remplir des tableaux Excel. Je ne peux garantir que cette amélioration durera, admit Édouard. Et peux-tu garantir que nos méthodes actuelles vont marcher ? Insista François. Silence. Essayons quelque chose de nouveau. Mariana, accepteriez-vous de superviser officiellement ces visites ? Avec joie, docteur. Gabriella, des objections ? Si c'est encadré sérieusement, alors non. La décision fut prise, Mathis pourrait voir Claire, dans un cadre thérapeutique officiel. Quand Madame Clairette l'a pris, elle courut jusqu'à lui. Mon garçon, tu as réussi. Tu vas pouvoir voir Claire, officiellement. Officiellement ? Comme un vrai volontaire ? Oui. Mais tu devras suivre des règles. Être propre,
présentable. Respectez les horaires. Tu représenteras l'hôpital maintenant. Mathis hocha la tête. Il acceptait tout. Pour Claire. Pour Camilla. Pour tous ceux qui ont besoin d'un oiseau pour les réveiller. Clairette le ramena chez elle, lui prépara un bain chaud, lui trouva des vêtements propres chez une voisine. En le coiffant tendrement, elle lui dit « Demain, tu commences une nouvelle vie. Madame Clairette, merci pour tout. Ne me remercie pas, mon fils. C'est toi qui fais quelque chose. C'est toi, qui fais chanter les oiseaux. » Le lendemain matin, le cœur battant et les mains moites, Mathis se présenta à l'hôpital. Il n'était plus seulement ce garçon solitaire au dessin d'oiseaux, mais un jeune volontaire empli d'espoir. Mariana l'attendait à l'entrée, le sourire doux et bienveillant. « Bonjour, Mathis. Prêt à devenir un volontaire officiel ? » « Je crois que oui, » répondit-il, avec une lueur nouvelle dans les yeux. « Parfait. Mais avant tout, posons quelques règles, » dit-elle avec fermeté mais sans froideur. « Tu verras Claire 3 fois par semaine, et toujours en ma présence. Nous travaillerons ensemble pour l'aider. Qu'est-ce que je dois faire ? Sois toi-même. Parle-lui. Raconte-lui tes histoires. Chante comme les oiseaux. Tout ce que tu faisais déjà, mais cette fois, en confiance. » Quand ils entrèrent dans la chambre 307, Claire regardait par la fenêtre, les rayons du soleil dessinant des reflets dorés dans ses cheveux ternis par la maladie. Dès qu'elle aperçut Mathis, son visage s'éclaira comme jamais auparavant. « Mathis, tu es revenu ? » ?»« Oui, je suis vraiment revenu. Et maintenant, je peux te voir tout le temps. » »« Tout le temps ? » ?»« 3 fois par semaine, » précisa Mariana avec douceur. « C'est dans le cadre de ton traitement. » Claire tourna la tête vers la psychologue. « Tu es gentille. Tu as laissé Mathis venir. Mathis est spécial. Il va t'aider à guérir, » murmura Mariana avec émotion. Ce jour-là, pendant cette toute première séance officielle, Mariana assista à une scène qu'aucun manuel de psychologie n'aurait pu prédire. Claire et Mathis, 2 âmes blessées, échangeaient avec une complicité naturelle. Mathis montrait de nouveaux dessins d'oiseaux tandis que Claire évoquait son père. « Mon papa adorait les rossignols, » dit-elle soudain, les yeux brillants d'un souvenir lointain. Il disait que c'étaient les oiseaux les plus heureux du monde. « C'est vrai, » répondit Mathis. Ils chantent toujours, même quand le ciel est gris. Tu peux imiter celui que mon papa préférait ? Alors Mathis ferma les yeux, prit une profonde inspiration et reproduisit une mélodie délicate, complexe, un chant presque magique. Claire écouta, les paupières closes, et un sourire éclos sur son visage. C'est pareil, exactement comme lui. Mariana sentit son cœur se serrer. Ce qu'elle voyait la dépassait toute technique de soin. Il s'agissait d'une connexion pure, profonde, entre 2 enfants unis par la douleur, mais reliés par l'espoir. Chers auditeurs, si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Cela nous aide à partager d'autres récits de lumière. Les semaines suivantes furent porteuses de miracles. Claire, autrefois plongée dans une apathie inquiétante, recommença à manger avec appétit. Elle participait aux séances de kinésithérapie, et demanda un jour à Mariana. « Est-ce que je pourrais bientôt rentrer à la maison ?» Le docteur Édouard, d'ordinaire réservé, ne cachait pas son étonnement. Il n'avait jamais observé une amélioration aussi rapide dans un cas de dépression infantile sévère. « Cet enfant, il a changé le cours de son histoire, » dit-il à Mariana. « C'est incroyable. » Gabriella, l'infirmière en chef, auparavant méfiante, finit par l'admettre elle aussi. « Je reconnais que j'ai été trop dur. » Ils s'entraident, ces deux-là. Ils se reconstruisent ensemble. De son côté, Mathis évoluait aussi. Il était devenu plus attentif, plus soigné. Il s'intéressait aux livres, écrivait des histoires plus complexes, dessinait avec encore plus de passion. Et un jour, lors d'une séance, Claire le regarda droit dans les yeux. « Mathis, que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Il resta un instant silencieux. « Je crois que, je devrais devenir médecin. Mais un médecin différent. » « Comment ça ?» demanda Claire, intriguée. « Un médecin qui soigne avec des histoires et de la musique. » Mariana, émue, intervint. « Tu sais, Claire, il existe des médecins comme ça. On les appelle des musicothérapeutes. »« C'est vrai ?» s'exclama Mathis, les yeux agrandis par la curiosité.
Oui, ils utilisent la musique, le chant, l'art pour apaiser les douleurs. Et toi, tu as un talent naturel. Je suis certaine que tu pourrais le devenir. Dès ce jour, Mathis redoubla d'efforts dans ses études. Clairette, qui croyait profondément en lui, se proposa pour l'aider à lire et à écrire pendant leur temps libre. Si tu veux aider d'autres enfants un jour, il faut que tu apprennes, lui rappela-t-elle. Je sais. Je vais tout faire pour réussir. Peu de temps après, la grande nouvelle arriva, Claire pouvait enfin sortir de l'hôpital. Physiquement et émotionnellement, elle était prête. Le docteur Édouard annonça la nouvelle à Suzanne. Elle pourra rentrer à la maison la semaine prochaine. Et Mathis? Pourra-t-il venir la voir? Il n'est pas un professionnel, hésita-t-il. Mais il est efficace, intervint Mariana. On pourrait peut-être envisager un suivi à domicile. Alors, Suzanne prit une grande inspiration et dit. Et si Mathis venait vivre avec nous? Le silence s'installa dans la pièce. Comment ça? Demanda Mariana, interloquée. Nous avons de la place. Claire aurait un frère. Et Mathis, une vraie famille. C'est une décision lourde de sens, répondit le docteur Édouard. Je sais. Mais cet enfant a sauvé ma fille. C'est à mon tour de lui tendre la main. Quand la proposition fut présentée à Mathis, il resta bouche bée. Vivre dans une vraie maison? Avec Claire et Suzanne? Si tu veux, dit Suzanne avec tendresse. Mais tu resteras libre. Libre d'aller et venir, d'étudier, de poursuivre tes rêves. Et je pourrai toujours voir Madame Clairette? Bien sûr. Elle fait partie de notre famille maintenant. Claire serrait la main de Mathis. Elle le regarda avec tout l'amour qu'une sœur pouvait porter. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda Suzanne. Je crois que ce serait la meilleure chose au monde. J'aurai enfin un frère, qui comprend les oiseaux. Le jour de la sortie, l'hôpital était en effervescence. Infirmiers, médecins, patients, tous étaient venus leur dire au revoir. Gabriella s'approcha de Mathis. Je tiens à te présenter mes excuses. Des excuses? Pour avoir douté de toi. Tu m'as montré que les solutions peuvent venir de là où on ne les attend pas. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous vouliez seulement protéger Claire. Un peu plus loin, le docteur François s'approcha. Mathis, j'aimerais te faire une proposition. Quelle sorte de proposition? Quand tu auras terminé tes études, j'aimerais que tu envisages de revenir travailler ici, à l'hôpital. Comme musicothérapeute. Vraiment? Vraiment. Tu as un don. Et ici, on a besoin de gens comme toi. Mathis tourna la tête vers Claire, Suzanne, Mariana, toutes ces personnes qui étaient désormais sa famille. Il sourit. J'accepte. Mais seulement si Claire est ma première patiente officielle. Marché conclu, répondit François en riant. Devant l'hôpital, une petite foule s'était rassemblée. Claire, encore faible mais souriante, leva les yeux vers l'assemblée. Mes amis, je vous présente mon frère. Mathis rougit. Mais il rayonnait de bonheur. Regardez-moi ça, murmura Madame Clairette, les larmes aux yeux. 2 enfants qui ont trouvé une famille. 2 enfants? Corrigea Claire. Une famille qui a trouvé 2 enfants. Suzanne les serra dans ses bras. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que sa famille était enfin complète. Différente, certes, mais unique et belle à sa façon. La semaine suivante, Mathis s'installa dans la maison. L'ancien bureau de son père fut transformé en chambre, avec un bureau rien qu'à lui pour écrire et dessiner. Un matin, Claire lui dit doucement. « Je peux te montrer quelque chose ?» Elle l'emmena dans la chambre des parents. Dans un placard, une boîte en bois. Ce sont les affaires de mon papa. Il y a des CD, des livres. Celui-là, c'est sur les oiseaux de France. Il l'adorait. Mathis ouvrit le livre. Les photos, les descriptions, les dessins, il était fasciné. Ta maman ne t'en voudra pas si je lis ça? Elle a dit que papa aurait aimé que quelqu'un prenne soin de ses livres. Et je crois que ce quelqu'un, c'est toi. Mathis serra le livre contre lui. C'était comme si le père de Claire, à travers les pages, lui transmettait un héritage silencieux. Ce soir-là, pendant le dîner, Suzanne fit une annonce. Les enfants, j'ai pris une décision.
On va lancer un projet. Texte à poursuivre si souhaité. Un projet, demanda Claire, les yeux écarquillés de curiosité. Un programme pour apporter la musique et les histoires aux enfants hospitalisés, répondit Suzanne en souriant. Mathie pourra apprendre à d'autres jeunes comment faire ce qu'il a fait. Claire se tourna vers son fils, la voix tremblante d'émotion. Vraiment, maman? Vraiment, confirma-t-elle en prenant sa main. On l'appellera Projet Lumière, en hommage à l'oiseau de la légende que Mathie a inventé. Le cœur du garçon se serra. Une chaleur douce monta en lui, débordant dans ses yeux humides. Il balbutia, bouleversé. Ça veut dire qu'on va aider d'autres enfants, comme Claire? Exactement, dit Suzanne. Et toi, Mathie, tu seras notre premier instructeur. Dans les mois suivants, le projet Lumière prit vie, animé par une passion sincère et une volonté farouche de transformer la douleur en espérance. Mathie, désormais scolarisé régulièrement grâce à un professeur particulier payé par Suzanne, se lança dans une mission nouvelle, former d'autres jeunes issus de milieux vulnérables. La toute première réunion eut lieu chez Suzanne. 5 adolescents du même âge que Mathie, tous recommandés par Madame Clairette ou par le personnel de l'hôpital, s'étaient réunis dans le salon transformé pour l'occasion en petit centre de formation. Mathie, debout au milieu du cercle, prit une grande inspiration. Pour la première fois, il endossait le rôle de guide. « Mes amis, dit-il d'un ton ferme mais bienveillant, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez quelque chose de spécial. Vous avez tous traversé des épreuves difficiles. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est votre force. C'est ce qui vous rend unique. » Une jeune fille, Sophia, leva la main. « Mathie. Comment peut-on aider les enfants malades comme Claire? » Il sourit. « En étant vous-même. Racontez vos histoires, chantez, soyez présents. Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est de sentir qu'elle n'est pas seule. » Claire, assise discrètement dans un coin de la pièce, ajouta doucement. « Quand j'étais malade, ce n'était pas la médecine qui me manquait. C'était quelqu'un qui comprenne ma tristesse. Quelqu'un qui ne me juge pas, qui ne cherche pas à me réparer, juste être là. Et si vous ne savez pas quoi dire, poursuivit Mathie en souriant, alors faites comme moi, imitez les oiseaux. Eux, ils trouvent toujours la bonne chanson. » L'entraînement s'étala sur plusieurs semaines. Mathie leur enseigna l'art d'imiter les chants d'oiseaux, la fabrication d'origami poétique, et surtout comment raconter une histoire de façon à capter l'attention, à allumer une étincelle dans des yeux éteints. Claire intervenait pour partager, avec une maturité impressionnante, ce que cela faisait d'être du côté du lit d'hôpital. Mariana supervisait les ateliers, de plus en plus impressionnée par le charisme naturel de Mathie. Il ferait un enseignant remarquable, confia-t-elle à Suzanne. Il le sera, répondit celle-ci avec assurance. Il étudiera, obtiendra son diplôme, et continuera à faire exactement ce qu'il aime. Le jour où les jeunes bénévoles firent leur toute première visite officielle à l'hôpital, ce fut un moment inoubliable. Les couloirs autrefois silencieux vibrèrent à nouveau de rires, de chansons, d'histoires. Des enfants autrefois fermés au monde commencèrent à sourire, à répondre, à rêver. Le docteur François, touché au plus profond, demanda à parler à Suzanne. « Je souhaite établir une alliance officielle entre notre hôpital et le projet Lumière, dit-il. »« Quel type d'alliance » demanda-t-elle. « Un financement. Une reconnaissance. Une salle dédiée. Une formation professionnelle pour ces bénévoles extraordinaires. En échange, qu'ils continuent simplement à faire ce qu'ils font si bien. » Et ainsi, le projet grandit. En moins d'un an, 20 jeunes bénévoles intervenaient dans 3 hôpitaux différents. Mathie, devenue une petite célébrité locale, passait à la radio, dans les journaux, toujours humble, toujours tourné vers l'essentiel. Pour lui, rien ne comptait plus que de voir Claire rétablie, souriante, pleine de vie, reprenant ses études et s'ouvrant au monde. Un après-midi, alors qu'ils faisaient leurs devoirs côte à côte, Mathie lui dit. « Merci. »« Merci » répéta Claire surprise. « Merci de m'avoir montré qu'on peut être heureux, même après avoir perdu quelqu'un d'important. Et toi, tu m'as appris qu'on peut honorer la mémoire de ceux qu'on a perdus en aidant les autres, dit-elle tendrement. » Dans la cuisine, Suzanne, les entendant, sourit, les larmes aux yeux. Sa famille, bien que brisée un jour, s'était reconstruite d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé rêver. 2 ans plus tard, Mathie passait les examens d'entrée au lycée.
Son rêve de devenir musicothérapeute se rapprochait à grands pas. Claire, désormais âgée de 12 ans, était devenue co-coordinatrice du projet. Elle aidait à former les nouveaux bénévoles avec un sérieux et une tendresse inouïe. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» lui demanda-t-elle un jour pendant une séance de formation. « Comment l'oublier ? Tu étais une petite fille triste, enfermée dans un lit d'hôpital. Et toi, un garçon perdu, tentant d'aider quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes une famille, qui aide d'autres familles. » Le projet Lumière devint une référence dans tout le pays. De nombreux hôpitaux à travers la France contactèrent Suzanne, désireux de répliquer cette initiative unique. À 15 ans, Mathie était invitée à donner des conférences sur l'humanisation des soins hospitaliers. Le secret, disait-il souvent au public, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est d'être prêt à s'asseoir à côté de quelqu'un, de partager un silence, une peine, une chanson. De partager notre humanité. Lors d'une de ces conférences, une médecin leva la main et demanda. « Mathie, à quel moment as-tu su que cela allait marcher ? Quand j'ai compris que je n'essayais pas seulement de sauver Claire. Je me sauvais aussi moi-même. Et quand deux personnes se sauvent ensemble, la force de ce lien est incassable. » Dans le public, Claire sourit, fière. Après la conférence, ils marchèrent ensemble dans les couloirs de l'hôpital où tout avait commencé. Arrivés devant la chambre 307, désormais occupée par un autre enfant recevant la visite d'un bénévole du projet, Claire murmura. « Regarde. Ce qui a commencé ici s'est répandu partout. » « Non, » corrigea Mathie. « Ce n'est pas ce qui a commencé ici. C'est ce qui a toujours existé, qu'il suffisait de révéler. » « Quoi donc ? » « Cette force, qui n'est quand des êtres humains choisissent de s'entraider, de partager la douleur et la joie. » Dans le jardin de l'hôpital, une plaque gravée brillait sous le soleil. On pouvait y lire. Jardin Lumière, là où chaque jour naissent des histoires d'espoir. Claire s'assit sur un banc, pensive. Mathie ? Puis-je te dire un secret ? Toujours. Parfois, je suis encore triste, quand je pense à mon père. Et c'est normal. La tristesse n'est pas une maladie quand elle vient de l'amour. C'est ce que j'ai appris avec Camilla. On ne peut pas fuir la tristesse, murmura Claire. Mais on peut la transformer. La transformer en quelque chose qui aide les autres. Elle lui prit la main. Merci de m'avoir appris ça. Merci de m'avoir permis d'apprendre avec toi. À cet instant précis, un rossignol se posa sur un arbre tout proche et entonna un chant limpide. Ils se regardèrent, émus, et éclatèrent de rire. Tout avait commencé par ce son. Tu sais ce que ça veut dire ? Demanda Claire. Que certaines fins sont en réalité des commencements. Et il avait raison. Ce qui avait débuté comme l'histoire d'un garçon tentant de sauver une fillette était devenu celle de deux âmes qui, ensemble, avaient compris que le vrai salut se partage toujours à deux. C'est alors que Suzanne arriva dans le jardin, les bras chargés de lettres. Les enfants. De nouvelles demandes. Des hôpitaux de toute la France, de Guadalajara, de Puebla. Tous veulent en savoir plus sur le projet Lumière. C'est merveilleux, dit Claire, les yeux brillants. Oui, confirma Mathie. Mais n'oublions pas, chaque projet doit naître du cœur. On ne peut pas simplement copier une méthode. Il faut qu'elle jaillisse d'un amour sincère. C'est pour cela que vous allez voyager, annonça Suzanne. Pour enseigner, pour montrer que ce qui compte, ce n'est pas la méthode. C'est l'amour qui l'accompagne. Les années passèrent. Mathie et Claire devinrent des ambassadeurs de l'humanisation des soins à travers tout le pays. Mathie fut diplômée avec mention en musicothérapie, spécialisée en traumatologie infantile. Claire étudia la psychologie, se concentrant sur le deuil et la résilience émotionnelle. Ensemble, ils fondèrent l'Institut Lumière, un centre de formation qui transforma des milliers de vies, celles des professionnels comme des patients. Mais la plus belle des histoires arriva 10 ans après leur toute première rencontre. Mathie, désormais âgé de 22 ans, se préparait pour une conférence internationale, lorsqu'il reçut un appel. « Mathie, tu dois venir à l'hôpital de toute urgence », déclara Mariana, désormais directrice du service de psychologie, d'une voix qui trahissait à la fois l'urgence et l'émotion. « Que se passe-t-il ? Demanda-t-il, déjà inquiet. « Il y a ici une situation très particulière ? Une situation que toi seul peux comprendre. Et peut-être même résoudre. » À peine arrivée, Mathie retrouva Mariana dans le couloir du service pédiatrique. Elle paraissait agitée,
mais aussi profondément touché. Alors, demanda-t-il. Il y a un garçon des rues. Il a commencé à venir voir une petite fille hospitalisée. Le personnel veut le faire partir, mais la fillette réagit. Elle réagit positivement, presque miraculeusement à sa présence. Comme si l'histoire se répétait, murmura Matty avec un sourire doux. Exactement, souffla Mariana. Elle le mena jusqu'à une fenêtre d'observation donnant sur une chambre. Derrière la vitre, un garçon d'environ 11 ans était assis près d'une fillette. Il lui montrait des dessins faits de sa main. Matty sentit un pincement au cœur. C'est qui, ce petit? Il s'appelle Lucas. Il a perdu ses parents il y a 2 ans. Il vit dans la rue depuis. Quant à la fillette, elle s'appelle Élise. Elle est plongée dans une dépression profonde depuis la mort de sa sœur jumelle. Matty observa la scène en silence. Tant de souvenirs lui revinrent d'un coup. Claire, l'hôpital, la douleur, la lumière. Et que veux-tu que je fasse? Que j'aille parler à l'équipe? Que je leur explique comment ces choses-là peuvent fonctionner? Oui, exactement, dit Mariana. Tu es le mieux placé pour le faire. Non, répondit-il calmement. Ce n'est plus mon rôle. Elle le regarda, déconcertée. Comment ça? C'est à moi d'apprendre maintenant, Mariana. Lucas est le maître à présent. Sans ajouter un mot, Matty entra discrètement dans la chambre. Le garçon sursauta en le voyant, prêt à fuir. Salut Lucas, dit-il doucement. Je suis Matty. Tu travailles pour la sécurité, demanda l'enfant, inquiet. Non, je suis juste quelqu'un qui a été exactement à ta place, il y a bien longtemps. Lucas se détendit, méfiant encore, mais curieux. Je peux rester? Oui, répondit Matty. Mais j'ai une proposition à te faire. Le garçon fronça les sourcils. Quelle proposition? Que tu m'apprennes comment tu aides Élise. Pour que je puisse, à mon tour, enseigner à d'autres enfants à faire pareil. Lucas ouvrit de grands yeux. Tu veux apprendre de moi? Oui, parce que chaque enfant qui est d'un autre m'apprend quelque chose de nouveau sur la manière de guérir les cœurs. Un silence s'installa. Puis, contre toute attente, Élise parla. Sa voix, fine et tremblante, coupa le silence comme un rayon de lumière. Lucas, raconte-lui les dessins des rêves. Matty, intrigué, se tourna vers le garçon. Les dessins des rêves? C'est un truc que j'ai inventé, répondit Lucas, timide. Je dessine les beaux rêves qu'elle n'a pas encore faits. Pour qu'elle puisse les rêver un jour. Matty sentit sa gorge se nouer. Jamais il n'avait entendu une approche aussi douce, aussi créative, aussi pleine d'espoir. Lucas, dit-il, tu aimerais faire partie d'une équipe spéciale? Une équipe qui aide des enfants comme Élise, partout? Tu es sérieux? Plus que jamais. Mais tu resteras toi-même, l'enfant spécial qui dessine les rêves. Ce jour-là, le projet Lumière accueillit un nouveau membre. Et Matty comprit enfin que sa mission n'était pas seulement d'aider les enfants, mais aussi de révéler les petits guérisseurs de cœur cachés dans l'ombre du monde. Un peu plus tard, Claire arriva à l'hôpital. Elle trouva Matty en pleine discussion avec Lucas. On a découvert une nouvelle méthode, déclara fièrement Matty en lui présentant le garçon. Ah oui? Quelle méthode? Dessiner les rêves que les gens n'ont pas encore faits. Claire sourit tendrement. Lucas, puis-je te confier un secret? Bien sûr. Quand j'étais malade, mon plus grand rêve, c'était d'avoir un frère. Un frère qui comprendrait ma tristesse. Et Matty a dessiné ce rêve pour moi, avant même qu'on se rencontre. Comment il a fait ça? Il est devenu le frère dont j'avais besoin. Lucas regarda Matty avec admiration. Tu peux m'apprendre à faire ça? Non, répondit doucement Matty. C'est toi qui peux m'apprendre. Parce que chaque personne qui a besoin d'aide nous montre une nouvelle manière d'aimer. Ce soir-là, Suzanne prépara un dîner spécial. Pour la première fois depuis des années, Lucas s'assit à une vraie table, entouré d'une famille. Lucas, dit Suzanne, bienvenue dans notre famille. Mais, je n'ai encore rien fait, murmura-t-il. Bien sûr que si, intervint Claire. Tu m'as rappelé pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi? Demanda le garçon. Parce qu'il y aura toujours un enfant pour montrer aux adultes comment aimer correctement. Lucas sourit. Pour la première fois depuis très longtemps,
il avait l'impression d'avoir trouvé un foyer. Et plus encore, une mission. Les années passèrent. L'Institut Lumière devint une référence mondiale. Mati publia plusieurs livres sur la musicothérapie humanisée. Claire mit en place des protocoles de soins psychologiques fondés sur la connexion émotionnelle. Mais ce dont ils étaient le plus fiers, ce n'était ni leur publication ni leur renommée. C'était le réseau de jeunes guérisseurs qu'ils avaient aidés à faire éclore. Des centaines de garçons et filles qui, comme eux, avaient transformé leurs blessures en instruments de lumière pour les autres. Un dimanche après-midi, 10 ans plus tard, toute la famille était réunie dans le jardin. Suzanne, les cheveux argentés, observait Claire jouer avec des enfants venus de tous horizons, devenus au fil du temps leurs enfants, leur tribu. Mati s'approcha de Suzanne avec un sourire nostalgique. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand j'étais petit ? » ? « Non, rappelle-moi. » »« Que je voulais sauver Claire. » Il s'arrêta, regardant la femme qui était devenue sa mère. « Je m'en souviens, dit-elle. Tu sais ce que j'ai compris avec le temps ? Dis-moi. Que ce n'est pas moi qui l'ai sauvé. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Et dans ce processus, on a aidé des centaines d'autres à se sauver eux-mêmes. » Claire s'approcha, entendant les derniers mots. « Maman, tu veux savoir ce que je pense ? Vas-y. Je crois qu'on n'a pas été sauvés. Non. Je crois qu'on a appris à aimer, à soigner, à écouter. Et qu'on a découvert que, sauver quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait à deux, chaque jour, dans les petits gestes. » Mati acquiesça. Et on a découvert que chacun d'entre nous a quelque chose à transmettre, sur la manière de guérir les cœurs. Ce soir-là, comme tous les soirs, Mati borda les enfants. Mais cette fois, il ne chantait plus comme les oiseaux de jadis. Il composait ses propres mélodies, des chansons qui parlaient d'espoir, de famille, de pertes qui forgent, et du courage de continuer à aimer malgré tout. Dans la chambre voisine, Claire fredonnait aussi. Elle racontait aux plus petits les histoires de Mati, celles des oiseaux qui chantaient même sous la pluie. Dans le silence de la nuit, Suzanne, assise dans le couloir, entendit les voix de ses enfants. Et elle sourit. Sa maison était devenue un refuge. Un foyer où les enfants blessés apprenaient à guérir en guérissant les autres. Dehors, dans le jardin, un rossignol chantait. Comme toujours. Comme un rappel doux et fidèle que certaines histoires ne prennent jamais vraiment fin. Elles deviennent simplement de nouvelles chansons d'espoir.